Philippe Sour. Pouvez-vous, on va commencer par votre introduction. Votre nom, s'il vous plaît? Bunkon Yun. Comment on les appelle? Bunkon Yun, nom famille Yun. Bunkon, oui. Pouvez-vous dire votre date de naissance puis votre place de naissance? Ok. Moi, âgé 65 ans. Je suis né dans le province Takeo, au Cambodge, oui, en 1953. Présentement, je travaille je suis développeur immobilier, promoteur immobilier et investisseur immobilier depuis 15 ans, oui, dans la région de Montréal. Oui, oui. Au Cambodge, vous avez combien de frères et sœurs? Tous mes frères et sœurs sont aux États-Unis, à Seattle. J'en ai 2 frères, 2 sœurs et 5 frères. Ouais, et un qui est décédé par la maladie 10 ans avant. Ouais. Ouais. Pouvez-vous me dire votre enfance dans les années 70, avant que la guerre civile se passe? En 1970, quand le coup d'État s'éclate en 1970, j'étais à la classe de seconde. Okay, à l'époque, seconde, ici, c'est comme secondaire, c'est pas secondaire 5, mais plus que secondaire 5. Ouais, ouais. C'est comme cégep, oui. C'est comme cégep ici, oui. Okay. Et puis, j'étais dans le village, Takeo, on peut reculer. J'étudiais dans le lycée, mais je reste dans la pagode, avec les moines bouddhistes. Et je passe avec eux à peu près 5 ans, dans le moine. D'ailleurs, c'est à cause de que je passe ma vie avec les moines, donc ça change toute ma philosophie, mes idées. D'ailleurs, mes parents sont assez fortunés pour que je puisse vivre convenablement, même de se déplacer dans la pagode, vivre avec les moines. Ça me permet de développer d'autres qui sont inspirés par les moines, etc. Oui. En 1970, quand le régime Lon Nol est installé, les Vietnamiens envoyé notre village, parce que nous, notre village est proche de Vietnam. Donc, il n'y a que l'onde de blindés qui rentre dans le village, parce que le régime Lon Nol a été supporté par le gouvernement sud-vietnamien. Et il y a des horreurs, par exemple, les soldats vietnamiens qui violaient les gens, etc. Et il y a des guerres éclatent. Moi, ma famille, on doit obligé de quitter le village pour s'installer à Phnom Penh. Oui. À Phnom Penh, je passe mon baccalauréat, le bac en cambodgien. Au système d'études au Cambodge, il y a 2 baccalauréat première partie et le baccalauréat deuxième partie. Je passe la première partie et je prépare pour la deuxième partie. Ça, en 71, je prépare la deuxième partie. J'ai réussi en 72 et j'ai admis dans l'université. De 71 à 75, j'étudiais dans 2 universités, l'université sciences commerciales et l'université sciences économiques, dont je prends des cours parallèles. Donc, en 75, quand Pol Pot arrive, j'avais 2 ans et j'ai 2 bacs, en sciences commerciales et en sciences économiques. D'ailleurs, je dois travailler très, très fort. La vie des étudiants là-bas, comparée ici, parce que c'est vraiment une vie de moine quand vous étudiez. Ouais. Et surtout quand vous étudiez 2 universités parallèlement. Moi, le vie de moine, ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de regarder les femmes, les filles, croiser des filles comme les jeunes ici. Donc, c'est vraiment étudier, consacré, juste étudier en espérant. Parce que moi j'ai toujours rêvé que c'est vrai un travail fort pour 3-4 ans, mais après ça, c'est l'avenir. Parce que
Je suis très inspiré par les années, les gens qui passaient devant nous, qui ont diplômé, qui ont promu en an des ans avant nous. Une fois fini l'université, soit ils continuent l'étude à l'université en France, en Australie, aux États-Unis, pour prendre son maîtrise au doctorat, soit ils poignaient des positions très hautes dans le gouvernement, gouverneur, sous-gouverneur, etc. Donc c'est très, la vie c'est très, très, très confortée. Donc ça m'encourage de travailler très fort. Je dis, OK, il faut travailler très fort pour 3-4 ans, mais après ça, c'est votre futur. Et donc en 75, OK, 75, quand Pol Pot arrive, bon, ça c'est la charte totale. Bon, je dois quitter comme les autres de Phnom Penh, okay, avec toute ma famille. Et je dirige vers mon village. D'ailleurs, mon père reste avec le communiste, avec le Khmer Rouge, parce que notre village est sous le jaune de Khmer Rouge. Et mon père, il y a beaucoup de propriétés immobilières, beaucoup de terres cultivées, etc. Et peur que les communistes arrivent à prendre toutes ces propriétés, donc ils restaient dans le village pour garder ces propriétés. Seulement moi et mes frères, mes soeurs, avec ma mère qui est réfugiée à Phnom Penh. Donc nous, quand on a quitté Phnom Penh, on a rejoint mon père au village. Ouais. Oui. Au début, moi, j'accepte. J'accepte parce que ce que Pol Pot a fait. Parce que moi, j'étudie économie et que je vois que le Cambodge est en économie agriculture. Donc, il faut fortifier, renforcer le système d'agriculture. Donc, j'accepte avec plaisir de travailler dans le champ, bâtir les irrigations, bâtir les systèmes d'irrigation, etc., pour améliorer l'agriculture de notre pays. Et j'accepte avec volonté. Mais après coup, je vois que mes cousins, il y a 2 cousins qui sont arrêtés et disparus, parce que mes 2 cousins ont eu des antécédents. Ils travaillent avec le gouvernement Lon à l'époque, comme haut fonctionnaire. Donc, il l'a amené et on ne sait pas c'est quoi le sort, mais c'est sûr qu'il va fusiller à quelque part. Et je vois le climat social, donc c'est le terrorisme total. Donc, chaque jour, il y a des meetings qui disent que le ANCA, c'est l'organisation communiste, nous, on va écraser toute une génération complète qui est contaminée par les capitalistes et bâtir une nouvelle société qui est pure comme on veut. Wow. Moi, je dis, il faut éliminer une génération complète parce que vous êtes contaminé par le capitalisme. Donc, dans sa philosophie, vous êtes contaminé. Donc, ça donne rien de garder. Okay? Donc, il va bâtir une nouvelle génération de jeunes et qui est domptée à leur philosophie, à ce qu'ils veulent, et ça, ce qu'ils veulent. Moi, je dis, OK, donc je peux pas vivre comme ça. Je dois sauver parce que je passe toute ma jeunesse, okay, juste étudier et en espérant de voir la lumière. J'ai déjà trouvé la lumière au bout du tunnel. Okay? Quand, en 1975, j'ai fini tous mes bacs. Okay? Donc, il reste de goûter le vrai résultat de mes travaux forcés dans la vie étudiante depuis des années. Boum! Maintenant, vous êtes forcé de travailler à la terre et vous êtes condamné pour... peut-être vous êtes contaminé par la capitaliste et éventuellement, on va vous éliminer. Donc, moi, ça ne marche pas. Je ne peux pas accepter ça.
Et je pensais de trouver le meilleur de me sauver. Comment je peux sauver de ce régime-là? Géographiquement, mon village, Takeo, si vous voulez, se trouve au sud du Cambodge, okay, sud Cambodge, okay, près de la frontière. Si je me sauvais au Vietnam, ça prend seulement une nuit, okay, parce à peu près 30 km, 20-30 km. D'ailleurs, il y a une journée que les communistes m'ont envoyé à la frontière pour cueillir certains légumes qui poussent sur le lac. Oui. Et je vois l'autre, je vois la frontière vietnamienne de l'autre côté, donc c'est pas trop loin. Mais l'idée, c'est que vous vous sauvez dans le régime communiste pour rester avec un autre régime communiste, ça c'est pas mieux, parce que le Vietnam aussi c'est communiste. Ouais. Donc la seule option, c'est qu'il faut sauver pour aller en Thaïlande. Quand je regarde la carte, géographiquement, la Thaïlande, c'est au nord et au l'ouest. Moi, je suis au sud, donc complètement loin. C'est long, mais je regarde le chemin, peut-être ça prend 1 mois, 2 mois pour aller, mais c'est mieux de sauver, okay, de rester là-bas. J'ai déjà bâti chacun les pistes pour aller recueillir des informations. Ça arrive en avril, okay, parce que le Khmer Rouge arrive en avril 1975. Ouais. On reste avec eux jusqu'à la saison presque la saison moisson, c'est vers novembre. Eux, ils décident de déplacer toutes nos familles vers Battambang. Moi, j'ai dit, waouh, c'est une chance parce que mon but, c'est chercher à aller le plus proche possible de Thaïlande, parce que Battambang, c'est une province frontalière avec Thaïlande. Donc, ça m'a sauvé beaucoup de temps pour aller. Donc, au lieu de prendre 2 mois, bon, maintenant, je sens que les Khmer Rouges déplaçaient toute ma famille, avec les autres familles aussi, pour s'installer en Battambang. Moi, c'est une bonne chance pour moi. On partait avec tout ce qu'on peut et on marche de notre village jusqu'à les trains, parce que les stations de train, c'est à peu près 30 km, donc on fait une marche pour une journée pour aller aux stations de train. Et après ça, toutes nos familles avec les autres, toutes embarquées dans le train. Le train passe après, je pense, presque 12 heures. Là. Okay? Je me souviens qu'une journée plus une nuit. Okay? Après, on arrive à Svay Sisapon. Svay Sisapon, c'est une ville à peu près 100 km de la frontière thaïlandaise. Okay. Là-bas, il arrête, tout le monde débarque et les Khmer Rouges commencent à amener tous les gens pour placer dans différents villages. Okay, Moi, maintenant, j'arrive proche de mon but, parce que mon but, c'est de partir en Thaïlande. Maintenant, on est presque arrivé là. Donc, la prochaine étape, il faut que je prépare vraiment pour aller. Mais il y a une diction cambodgienne qui dit dans le Kapong Long Tuk, cambodgien. Cela veut dire vous arrivez okay, vous prenez le bateau, vous arrivez au port, mais vous naufragez. Okay? Vous naufragez au pont que vous arrivez au port. Okay? C'est-à-dire que vous prenez beaucoup de risques, mais finalement, quand vous arrivez au port, vous négligez, mais finalement, vous submergez, vous naufragez. Donc, pour moi, je suis presque arrivé au port, là. Okay? Je peux marcher une couple de jours, ça arrive, ça ne prend pas des mois. Donc, il faut très attention. Je prends mon temps comme il faut pour que je puisse traverser la frontière d'une façon la plus sécuritaire possible. Ça, c'est ma philosophie. Et pour la sécurité de mes parents, pour ma famille, je quitte la famille, je dis à mes parents, et surtout mon grand-père. D'ailleurs, j'ai très, très attaché avec mon grand-père qui m'a élevé depuis que j'ai petit. C'est grâce à lui parce que je passe toute mon enfant, quand 4 ans, 5 ans,
j'ai toujours dors avec lui parce que mon grand-père, il a c'est en extension de ma maison et mes parents plaçaient mon grand-père dans une extension de sa maison-là et moi, je suis toujours avec lui. Donc, c'est lui qui me donne l'éducation, comment lire l'alphabet, comment faire les calculs, etc., avant même que je passe à l'école. Je suis très, très attaché. La première chose, je lui demandais que dire au revoir de mon grand-père que je dois quitter pour aller en Thaïlande. C'est émotionnel parce que mon grand-père... Ouais. Et j'ai dit aussi à mes parents que je dois quitter. Et je ne veux pas rester avec vous autres parce que si je reste avec vous autres et je quitte, donc il y a risque de problème avec vous autres. Parce que les Khmer Rouge peuvent représailles c'est vous, okay, quand vous quittez le foyer pour partir en Thaïlande. Et je ne veux pas des représailles, donc je dois quitter et je m'installer à quelque part, nulle part ailleurs. Donc vous décidez de quitter tout seul? Oui, tout seul. Ouais. J'ai réussi, à l'époque, à convaincre un ami. C'est un ami d'enfant qui grandit dans mon village. Et d'ailleurs, nous, on a la même université aussi, donc quand on est ensemble, on a la même idée, la même philosophie qu'on doit quitter. Donc, lui aussi a quitté. Et je décide de rejoindre dans un team, dans une équipe Khmer Rouge, l'équipe de première ligne. Okay? Le Khmer Rouge est formé une jeune, ce qu'on a le jeune de première ligne. Le jeune de première ligne, c'est un jeune qui travaille fort. Quand il y a des chantiers, des problèmes, il envoie ce jeune-là, c'est ce jeune-là qui va travailler fort, qui va tout réussir. Et il dit que si quelqu'un volontaire veut rejoindre cette jeune de première ligne-là, moi je dis OK, je dois rejoindre cette équipe-là. Pourquoi? Parce que cette équipe-là, elle va déplacer. Va déplacer partout, va travailler partout. Au lieu que vous restez dans le village, vous isolez chez vous dans le village, donc maintenant vous avez le champ dans une équipe des jeunes qui est très fort, qui va déplacer partout, donc vous pouvez explorer la géographie pour voir, okay? Parce que c'est important d'explorer la géographie pour voir où sommes-nous, comment on peut aller se sauver, où est la Thaïlande, où est la situation, etc. Donc, ça me donne la chance d'étudier la géographie de la région. Donc, moi et mon ami rejoint ce groupe-là, ça s'appelle les groupes des jeunes de première ligne. Oui. Et on nous envoyait de travailler plusieurs chantiers très, très chauds. Okay? Pour un chantier, un mois à gauche, un mois à droite. Okay? Donc, la chance de voir, on peut explorer un peu le bas de bord. Un jour, on arrive dans un chantier qui est proche de Siem Reap. Ce grand chantier pour bâtir des digues. Et je me souviens, c'est le moment le plus tragique pour nous au terme de nourriture. Parce que nous avons travaillé très, très, très fort, parce qu'on se lève le matin avec 6 heures et finir comme 5 heures, 6 heures du soir. Des fois, on travaille encore la nuit, mais il donne très peu de régime de manger. Donc, je me sens tellement faim. Et dans ce coin-là, il n'y a rien. C'est un coin qui n'a rien. Même la population est très, très maigre. Okay? Il n'y a rien aussi. Okay? À un moment donné, je sens que peut-être je laisse ma vie dans ce coin-là. Oui. Et je vis dans une infirmerie Khmer Rouge. J'ai rencontré un cousin. Un cousin qui est un professeur. C'est un professeur dans le régime Linol. Lui, dans cet hôpital-là. Et puis, je l'ai rencontré. Il dit, monsieur Stetter, nous sommes vaincus. Je pense que sa vie ne peut pas vivre longtemps parce qu'il n'a pas de médicaments, il n'a pas mangé. Il me dit bonjour, au revoir. Oui. C'est très triste. Avril 76. Okay? Donc, exactement un an.
après la chute de Lundol. Après ça, nous sommes encore dans le chantier au bas de bord et les Khmer Rouge décidaient de nous lâcher. Dans quel sens? Parce que nous, les jeunes de première ligne là, okay, nous avons quitté nos parents et les parents sont déplacés pour installer dans les villages, mais on ne savait pas où sont nos parents. Parce que quand on débarque des trains, okay, on a quitté, on rejoint avec cette team-là, cette équipe-là, et nos parents sont déplacés, sont installés dans différents villages. Donc on ne savait pas où sont nos parents. Et en cas, il dit que, OK, on vous laisse, parce que c'est le jour de l'an, on vous laisse de retourner pour retrouver vos parents. Retrouver vos parents. Bon. Donc, avec cette permission-là, j'ai dit, OK, maintenant, en cas, il nous permet de promener, de déplacer pour aller retrouver nos parents. Donc, je profite de cette occasion-là pour me sauver. Pourquoi? Parce que si jamais vous rattrapez par les Khmer Rouge, vous avez les prétextes, vos raisons, oui, parce que en cas me laisser pour retourner chercher mes parents. Maintenant, je me suis égaré dans cette forêt-là, je ne sais pas où sont mes parents. Okay? Donc, vous avez prétexte pour donc, si jamais les Khmer Rouge vous attrapez. Donc, profitez de cette occasion-là. Je me suis sauvé avec mon ami et avec un autre jeune. Donc, nous sommes 3. Okay? Comme on a une permission officielle, bon, on marche sur le chemin normal. On n'a pas besoin de marcher dans la forêt parce que nous avons une permission spéciale de Khmer Rouge pour aller retrouver vos parents. Mais je pars pour la direction de la frontière. Après 5 à 6 heures de marche, okay, toujours dans les chemins, passer d'un village à l'autre, j'arrive dans un village et puis les Khmer Rouge nous arrêtent. Il dit, les jeunes, qu'est-ce que vous faites? Je dis, nous, on va retourner pour nos villages pour retrouver nos parentés, nos parents. Il dit, non, pas question d'aller comme ça. Ici, il y a un grand chantier, on a besoin de vous. Là. Donc, okay, il faut nous donner un coup de main. Donc, ils ne nous laissent pas partir. Donc, moi, mon copain doit obliger de travailler avec eux. Okay? Et il y a un qui est retourné en arrière. Donc, seulement moi et un ami. Oui. D'ailleurs, mon ami, présentement, il est installé à Ottawa. Donc, pendant qu'on travaille dans le chantier avec Khmer Rouge, moi, je cherchais, okay? Parce que les Khmer Rouge ils réquisitionnaient des forces, okay? De différents villages pour travailler dans ce grand chantier-là. J'essayais de prendre les informations des gens, d'où vient. Okay? Donc, et avec les informations d'où vient ce village, j'essayais de trouver les gens qui viennent du village le plus proche possible de Thaïlande. Okay? Plus proche possible de Thaïlande. Finalement, je poignais un gars qui en groupe, parce que tout le monde vient en groupe, un groupe de villageois qui viennent de villages qui s'appelle Nam Tao. Okay, Nam Tao, c'est un village qui est à la frontière de Odaminchi. Odaminchi, c'est une province qui est vraiment frontalier de Thaïlande. Et le village Nam Tao, c'est la limite de la frontière Bat-Dambong et Odaminchi. Donc, pour moi, c'est le village le plus proche de Thaïlande. Et moi, j'essayais de travailler, intégrer avec ce groupe de villages-là. Et je travaille avec eux. Et normalement, eux, ils viennent pour mission, pour travailler dans le chantier pour 1 mois ou 2 mois. Après ça, ils doivent retourner au village. Et quand c'est le temps de retourner, je dis, est-ce que je peux vous rejoindre dans votre village? Je dis, oui. Et puis, je retourne avec eux. Je m'installe avec eux dans le village. Okay? Eux, ils m'ont bien accepté. Donc, et moi et mon copain, on déclare eux que c'est comme frère parce que lui, il me ressemble beaucoup.
OK? C'est le même âge, même taille que moi, que frère. On a égaré, on ne sait pas où sont nos parents. Donc, j'aimerais rester vous autres, s'il vous plaît. OK? Si jamais si nous avons commis l'erreur, des fautes, s'il vous plaît, nous tolérer parce que nous n'avons pas des parents. OK? C'est vous autres, nos parents. OK? Donc, OK? Avec des termes comme ça, OK, nous sommes ça. Et moi, on travaille très fort. Dans le village, on a comme une équipe qui est comme première ligne aussi, qui est très forte. Donc, tout le monde vraiment apprécie notre travail. Et un jour, ils nous envoyaient pour faire élection. Parce qu'en 1976, peut-être octobre, novembre, les Khmerous, ils font la première élection de son député, de son Assemblée nationale. Okay? Et il m'a demandé, il a envoyé des délégations. Chaque village envoie des délégations pour aller au chef, c'est pas la province, mais le chef de province, mais c'est un district, pour les districts là, pour aller participer au vote. Et moi, je fais partie de la délégation, donc je suis, c'est ça, très honoré. Et comme je suis étudiant dans droit sciences économiques, donc je connais je sais c'est quoi la démocratie et j'aimerais savoir c'est quoi la démocratie, le vote des Khmer Rouges. Okay? Donc, on marche dans la nuit, okay? La nuit, pour aller là-bas, ça prend à peu près 4 ou 5 heures de marche pour aller là-bas. Le seul objet que j'en ai, c'est une montre. À l'époque, c'est une montre en stainless steel comme ça s'appelle Orient, okay? Que je porte avec moi. Et sous la lumière de la lune, il y a le reflet de la lune sur les montres, ça. Et le chef Khmer Rouge, il voit cette montre. Il l'aime, il m'a demandé. Il m'a demandé, est-ce que je peux avoir cette montre-là? Okay? Le Khmer Rouge, quand vous demandez ça, vous ne pouvez pas refuser. Okay? Mais la montre, c'est d'où vous l'avez pris, cette montre? C'est mon montre depuis que j'étais étudiant, j'ai toujours une montre avec moi. Okay? Mais je n'ai jamais porté. Normalement, je cachais, mais ce soir-là, vous voyez que pendant la nuit, je porte dans la nuit. Okay? Parce que je sais que les Khmer Rouges, ils aiment les montres, donc j'ai toujours caché, je n'ai jamais montré. Et les reflets de la lune, on voit, et puis il m'a demandé, bon, pourquoi je ne suis pas obstiné, j'ai donné à lui. Arrive au chef district de la région, bon, j'ai vu les Khmer Rouges, je ne comprends pas ce qu'il fait pour l'élection, mais il nous expliqua les détails. Je ne comprends rien. Après, on retournait. Un jour, on m'a envoyé pour travailler dans une forêt on dirait que cette forêt très près de Thaïlande, okay? Beaucoup plus au nord de l'Est. Okay? Et à l'époque, moi et mon copain, on connaît une bonne relation avec un gars. Ce gars-là, c'est un ex-militaire, okay? Capitaine, qui est très costaud. Et nous, on dit que si on va se sauver de deux, si on a le troisième, peut-être ça tant mieux. Et on voit que lui, qui nous s'aime bien, on s'entend très bien, et j'essayais de lui parler est-ce que vous voulez sauver avec nous? Parce que ce projet-là, il faut tellement secret, vous ne pouvez pas parler avec personne, à moins que vous êtes tellement confiant. Okay? Et en confiant en lui, on dit que lui dit oui. Oui, et puis nous, on voulait sauver à partir de cette forêt-là. Okay? On ne veut pas retourner, parce qu'après un mois, on doit retourner au village. Nous, on va continuer de sauver en Thaïlande. Mais lui, le type, il dit que j'aimerais retourner au village pour chercher, j'ai quelques bijoux, etc., pour
pour amener avec nous parce que nous, on n'a rien. Okay? Et il demandait le chef du groupe pour permission d'aller visiter sa femme pour X raison, dit que peut-être sa femme malade, etc. Voilà, le chef autorisé de retourner à la maison. Au retour à la maison, il dit, ça change parce que lui, il a des femmes, des enfants. Dans Sorciers des champs, quand on voit des femmes, etc., il dit, oh, je ne peux pas aller, je ne peux pas quitter, je ne peux pas abandonner mes enfants. Donc, finalement, on doit retourner au village sans réussir notre tentative. Ouais. Dans le Khmer Rouge, bon, nous, comme notre projet, c'est de quitter le pays. Donc, nous avons fait beaucoup de travail de dépistage, d'exploration, de voir, d'étudier géographiquement, okay, c'est quelle direction. Et nous avons étudié le truc de survivre. Okay? Comment vous pouvez survivre dans la forêt. Okay? Parce qu'il faut sauver tout seul. Comment survivre? Parce que dans ce forêt, il n'y a pas de l'eau. Okay? Parce que le problème de l'eau, comme sauver. Il y a un problème égaré parce que dans la forêt, comment vous pouvez avoir la définition où est l'est, où est l'ouest, où est le nord, sud. Okay? Donc, il faut trouver toutes les solutions-là. Okay, pour réussir. On essaie d'informer avec les gens parce que les gens, le village qu'on habitait, c'est tous des gens qui ont certaines expertises pour explorer dans la forêt. Alors, il dit que dans la forêt, il y a certaines arbres, quand vous coupez, il y a l'eau qui sort, okay, pour vous dépanner. Okay. Ou si vraiment vous ne savez pas où direction, vous juste touchez, okay? La partie la plus chaude, c'est l'ouest, etc. Ou pendant la nuit, il faut voir quelle étoile, etc. Okay? Donc, moi, j'ai décidé, bon, il faut qu'on bâtisse en boussole. Parce que ça, c'est ce qu'il nous dit, c'est pas évident. C'est pas en boussole. Et quand j'étais au 5e année au lycée, j'étudiais la physique. Pour bâtir le boussole, on sait comment bâtir le boussole. Ça prend un aimant, okay? Juste un aimant, et on met en fil, laisser l'aimant, l'aimant-là va orienter nord-sud. Donc, le défi, comment on peut trouver l'aimant dans la région Khmer Rouge, okay? Parce que dans le Khmer Rouge, il n'y a rien. Rien. Bon, moi je pense que l'aimant, il y a dans le dynamo de bicyclette, parce que le bicyclette, il y a dynamo pour éclairer pendant la nuit, il y a dynamo. Okay? Dans le dynamo, il y a une partie de aimant. Et où vous pouvez trouver la bicyclette? Parce que la bicyclette, c'est comme Mercedes. Hein? Seulement le chef de Khmer Rouge qui a le luxe d'avoir une bicyclette. Okay? Ce n'est pas tout le monde. Okay? C'est comme Mercedes ici. Donc, en soi, je décide d'aller voler le dynamo dans la bicyclette dans le chef de Khmer Rouge. Okay? Et on brisait les dynamos et trouvait les aimants. On fait bâtir deux boussoles avec 2 morceaux d'aimants. Donc, ça réglé. Il dit que premièrement, dans le Khmer Rouge, vous devez faire l'exercice, okay? Renforcer mentalement et physiquement. Mentalement, ça veut dire qu'à chaque jour, le Khmer Rouge essaie de vous décourager pour se sauver parce qu'il sait que la province est frontalière thaïlandaise. Il y a beaucoup de gens qui tentaient de se sauver en Thaïlande. Mais essayer d'écraser votre volonté. Par exemple, il dit, voilà les vêtements dans quelqu'un qui s'est sauvé, on vient tuer, on prend ces vêtements pour vous montrer. Okay? Donc, moralement, il essaie de vous écraser pour vous décourager complètement. Donc mentalement, il faut vous faire face à cette rang-là. Okay? Donc, vous renforcez mentalement face à cette tentation de Khmer Rouge qui vous écrase chaque jour. Okay? Ça, il faut cet exercice mental.
un autre exercice, ce qu'on appelle exercice physique. Exercice physique parce que pendant le saut, vous devrez marcher dans la forêt. Vous ne pouvez pas marcher sur le chemin. Dans la forêt, il y a toutes sortes d'épines dans la forêt. Et vous n'avez pas de chaussures, vous n'avez pas de sandales dans le Khmer Rouge. Donc, je m'entraînais avec des pieds nus jusqu'à mes pieds capables d'écraser l'épine. Parce que vous n'avez pas de chaussures, vous n'avez pas de sandales. Donc, il faut vous entraîner vous-même. Donc, physiquement et mentalement, pour être prêt. Un jour, je me souviens, c'est le 25 décembre. 25 décembre 1977. On décide de sauver. Pourquoi on décide le 25 décembre? Le premier 25 décembre, c'est le mois de moisson. Toutes les plaines de riz sont prêtes à récolter, premièrement. Le 25 décembre, je dis que je marche de mon village jusqu'à Thaïlande. Ça prend 5 jours. 3 nuits à 5 jours. En Thaïlande, d'après mes informations, en Thaïlande, les Thaïlandais sont très méchants. Il y a le risque que les Thaïlandais, vous allez fusiller. Il y a le risque que les Thaïlandais, vous allez tout piller ou fusiller. Donc, il y a le risque. Donc, après vous traversez la frontière, il y a un autre risque que même vous arrivez en Thaïlande. Ce n'est pas sûr que vous allez se sauver. Donc, les forces armées, les paramilitaires thaïlandais sont très présents à la frontière. Et je dis que si je prends partie le 25, j'arrive à la frontière vers le 31, le 1er. Donc, eux, ils vont célébrer la fête de Nouvel An. Avec la célébration de la fête de Nouvel An, donc, ça crée des relax pour la frontière. Il n'y a pas trop serré, trop présent sur la frontière. Donc, ça me donne la chance, l'opportunité de glisser à la frontière. Parce que dans ma tête, je pense que les militaires ou l'armée thaïlandaise doivent être en grande partie de Nouvel An. Donc, on part le 25. Le 5 heures, 6 heures, quand la nuit arrive. Oui. J'oublie une autre chose de vous mentionner que le Khmer Rouge, il m'aime beaucoup, parce qu'on travaille très fort. Donc, je n'ai pas la menace des autres que le Khmer Rouge va me tuer, etc. Et dans le village même, on mange très bien. Mange très bien. Et le Khmer Rouge m'a choisi même pour distribuer des riz, etc. Donc, on a une très bonne position. Très bonne position. Et comme le Khmer Rouge même, il dit, parce que les jeunes comme moi, on ne veut pas rester, doit travailler dans le chantier et non pas rester dans le village. Pour avoir le droit de rester au village, vous devrez être marié. Et comme il m'aime que je reste dans le village, au lieu d'aller le chantier, parce que au village, je suis très productif, il me forçait de marier avec une fille. Une fille, c'est pas forcé, mais je dis, mais c'est conne, il faut vous marier. Sinon, on n'a pas le choix. On doit vous envoyer travailler à chantier très loin. Et le chantier est très dur. Et finalement, je trouve une fille. Cette fille-là, dans le village, ce que j'aime, c'est que cette fille-là, c'est que tous ses parents sont un peu plus aisés parce que beaucoup de culture de légumes, beaucoup de culture de tabac aux alentours. Donc, par rapport aux autres, c'est une fille le plus aisée qui manque rien. J'ai marié
c'est un mariage au Cambodge. Dans le Khmer Rouge, c'est pas mariage ici, c'est un mariage avec plusieurs couples. À l'époque, on a à peu près centaines de couples qui sont toutes mariées ensemble. Okay? Dans la même journée. Même journée de soirée. Okay? On dirait même, il y a même, parce que là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et juste la lumière des bougies, etc. Et on juste regardait entre eux et en cas ils nous blessaient, à présent en partie. Il y a des gens même qui s'est trompés au lieu de prendre cette fille, de prendre l'autre fille. Beaucoup d'histoires derrière ça. Oui. Mais je suis curieuse dans le mariage. Est-ce que c'est un mariage de luxe qu'ils ont préparé dans les Khmer Rouges, le mariage? Le mariage de? Est-ce que c'est un mariage de luxe qu'ils ont préparé? C'était comment vraiment? Non, à l'époque, il y a dans certains villages, les Khmer Rouges, il y a même fait ils battent des porcs, des bœufs pour célébrer le mariage, mais à mon époque, non, c'est rien, c'est juste se rencontrer, et puis le chef en cas blessé, et puis bon, vous êtes mariés selon nos traditions, okay, selon nos mœurs, et bonne chance, c'est tout. Ouais. Et, mais je dis de la fille, que je dois vous quitter. Je dois vous quitter un jour. Mon but, c'est pas vous rester ici. Okay? Donc, je suis très honnête avec elle. Je sais qu'elle peut rapporter, mais je n'ai pas le choix parce que je ne veux pas me sauver et sans elle dire. Okay, il y a une conscience. Je dis que je dois quitter un jour. Ou je ne peux pas rester ici parce que je ne fais pas ma vie ici. Et la vie du couple dans le Khmer Rouge, okay, c'est juste le couple, mais on reste ensemble. Moi, je reste ensemble peut-être un mois, mais pas. Après mariage. Le reste, elle a envoyé au chantier. Okay? Et moi, après, je poignais avec les fièvres malaria, et c'est la première fois que je poigne le fièvre malaria. Et elle au chantier, donc je suis tout seul, je n'ai pas le choix, je dois m'installer, je dois rester avec mon copain, parce que mon copain, il y a une petite maison aussi, qui vit tout seul, parce que celui qui me prend soin pour dans le médicament, etc. Quand on parle de médicaments, ce n'est pas un médicament moderne, mais c'est toutes des racines d'arbres selon la tradition. Okay. Ouais. Et donc après ça, vous avez déjà décidé de quitter? Ben, je quittais parce que je suis tout seul, parce que ma femme, elle partit au chantier. Donc il n'y a personne qui prend soin pendant que j'étais fièvre. Okay? Donc, j'étais chez mon ami, parce que lui, il me prend soin. Parce que quand vous êtes fièvre malaria, je ne sais pas, c'est terrible. Oh, c'est tellement froid, vous sentez tellement froid, c'est terrible. Vous tremblez. Okay? Incroyable. Mais pendant cette réflexion-là, avez-vous pensé de l'amener avec vous? Non. Non, parce que non. Pour la sécurité, pour la sécurité vraiment, je ne veux pas amener. Parce que si vous amenez une femme, okay, c'est une charge pour vous. Okay? C'est une charge. Okay? C'est pas vous aider, mais c'est une charge. Okay? Parce que dans la forêt, et quand j'étudiais, avec le Khmer Rouge, j'étudiais le pont faible. Parce que pourquoi les gens ils sont arrêtés quand ils sont sauvés? Okay, parce que les gens, ils sont pas. Okay? Ils ne sont pas d'aller tout seul ou d'aller juste 2 personnes. Donc, elle est partie en groupe, en groupe de 10 personnes, de 15 personnes. Quand vous partez en groupe, okay, vous marchez, il y a toujours beaucoup de bruit. Vraiment, beaucoup de bruit. Okay? Et quand vous avez du bruit, les Khmer Rouges, vous savez. Okay? Donc, si vous êtes juste 2, donc très silent. Très discret. Deuxièmement, quand vous partez en groupe et vous marchez dans la forêt, vous ne marchez pas dans le chemin. Et à un moment donné, vous êtes égaré. Donc, quand vous êtes 10, il y a 10
un qui dit ça c'est le nord, l'autre dit ça c'est le nord, ça c'est le nord. C'est des opinions. OK? C'est des opinions. Et ces gens-là, normalement, quand ils se sauvaient, ils essayaient d'amener avec eux les gens locaux. Parce que les gens locaux connaissent le chemin. Parce que les gens locaux, ils connaissent le chemin de la forêt. Mais le problème, les gens locaux, ils connaissent le chemin. Mais quand on se sauvait, on ne marche pas ce chemin, on marche dans la forêt. Et dans la même chose que nous, ils égareraient aussi. Oui. Donc, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Oui. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas prendre maximum 3, okay? 2 ou 3. La troisième personne, c'est la seule personne que je contactais, c'est le gars qui est l'ancien capitaine. Mais depuis, je n'ose pas, je n'ai pas contacté de personne. Oui. Donc, ça, c'est le défi. Oui. Donc, vous voyez, quand vous avez sauvé juste 2, vous avez beaucoup de chance plus que les gens en groupe. Oui. Parce qu'en groupe, vraiment, il y a beaucoup de bruit, beaucoup des opinions qui diversent, qui différentes l'une de l'autre, surtout quand vous êtes égarés. C'est pour ça que nous, on s'entend qu'il faut confier sur les boussoles. Okay? Je battais 2 boussoles parce que juste un, on pas sûr, donc avec 2, on sait. Bon, si les 2 là, dans la même direction, on sait que c'est vraiment nord-sud. Okay? Et nous devons fier sur ces 2 boussoles-là, et non pas sur notre tête. Okay? Ouais. Et nous partons ce soir-là, on partit. On n'a rien avec nous, il y a un caramel pour mettre un peu de l'eau. Il y a une petite hache, ouais, pour se protéger. Ouais. Et un briquet pour dépanner, un peu de sel. Je n'ai pas de riz, rien. Okay. Et comme on partit pendant la saison de récolte, donc sur la plaine, c'est plein de riz. Donc nous, on prend le riz. Okay. On prend le riz sur la rizière, on prend un peu. Dans nos poches juste pour dépanner. C'était une nuit sans lune, okay? Ou presque sans lune. Okay? Donc on voit un peu la lueur. On marche près 3 heures, 4 heures du village. Ouais. Là, on tombait dans un petit trou. Okay? C'est un trou plein de l'eau, ce trou-là. Okay? On ne peut pas dire que c'est l'étang parce que c'est juste à peu près 3 mètres par 4 mètres, okay, en cercle. Mais plein de poissons. Plein de poissons. Et nous, avec un peu lueur de la lune, on a juste attrapé les poissons, okay, avec nous. Et nous, on a un peu de sel, on garde ça pour nous. Donc, c'est le seul aliment qu'on peut trouver avec nous. C'est incroyable parce que pour moi, c'est comme le don du ciel. Comprenez? Vous marchez, vous tombez, c'est les poissons qui vous attendent comme ça. Oui. Et on continue. On marche surtout la nuit. Okay? Parce que le jour, on cache. Le jour, on cache. On ne sait pas où est le Khmer Rouge, donc on marche la nuit. Et oui, un peu lueur de la lune. Et il y a une nuit que je marche et puis je ne peux pas avancer parce que je tombais sur une forêt qui est tellement dense, je ne peux pas avancer. Donc on doit s'arrêter. S'arrêter, après ça, il y a une troupe de sangliers qui viennent, qui étaient venus. Il y a plein de bruit aux alentours. Et vous savez, le sanglier, il est méchant, hein? Okay? Sanglier, il risquait de vous tuer aussi. Et moi, je ne suis pas capable de monter l'arbre parce que j'ai adossé avec l'arbre et j'ai prié le bon Dieu. Bon, si Dieu me laisse la vie, je laisse là. Sinon, je dois être tué par les sangliers. Mais les sangliers, l'animal, pas la nature, l'animal, quand vous attaquez parce que vous vous sentez menacé. Okay?
Mais quand on n'a pas menacé, bon, vous laissez en paix. Ouais. Ouais. Il y a une autre nuit, on a poigné les Khmers rouges. Okay? On entend le bruit des chiens de Khmer rouge. Là, on n'a vraiment pas, okay? Parce qu'on peur que les chiens de Khmer rouge nous détectent. Okay? Nous détectent. Mais finalement, le chien n'est pas détecté et puis il passe comme ça. Ouais. Pardonnez-moi. Ça va. Donc, je me souviens, il y a une nuit, quand on arrive vers 4 heures du matin, 4 heures du matin, on montait sur une pente, okay? C'est comme colline. Et après ça, on voit un ancien temps. Je pense le temps comme période Angkor Wat, okay? Mais c'est un petit temple. C'est une ruine, ça. Et moi, je pense, est-ce que c'est Pravahir? Parce que quand on étudie, on dit que Pravahir, c'est sur la montagne. Okay? Mais d'après mes études, que cette montagne est beaucoup plus haut que ça. Ça, c'est une petite colline. Et le temple Pravahir est beaucoup plus grand que ça. Et après ça, on s'avance et descend la colline, mais on voit le barrage. On ne peut pas avancer parce que c'est plein d'eau. On doit reculer. Retourne arrière. Quand on retourne arrière, c'est à peu près 5 heures du matin. On tombait dans un village. Et les Khmer rouges en train de réveiller les gens pour aller partir travailler. Okay? J'entends le chant de coq. J'entends les Khmer rouges en train de réveiller des gens. Je dis, waouh! J'ai tellement peur parce que on essaie d'éviter les villages, comprenez? Mais maintenant, on tombe dans un village. Bon, on marche, sortir le village le plus vite possible. Et d'ailleurs, on marche sur la digue, sur la rizière. On voit les gens en train de sortir, partir pour travailler. Okay? On n'a pas vraiment parce que si ces gens-là, ils voient que nous sommes louches, ils nous arrêtent, nous, on va finir. Donc, on rentre dans... Finalement, la forêt n'est pas tellement loin. Ouais. On rentre dans la forêt, caché là-bas. Ouais. Ouais. Il y a un autre pont aussi que le voyage, pour moi, si jamais, okay, si je n'ai pas de souci que le Khmer rouge m'a tué, c'est un voyage fantastique. Okay? Très fantastique parce que dans la forêt cambodgienne, à l'époque, okay? Pas maintenant, il n'y a pas ça, à l'époque, c'est une très, très belle forêt. Okay? Vous avez des fleurs orchidées, vous avez beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu un jour, il y a comme terrasse, okay? Tout en pierre, okay? Pierre, terrasse, grande terrasse. Et sur le pierre-là, il y a des traces des pattes des chevreuils, okay? Qui inscrits, qui gravés, okay? Gravés sur toutes ces pierres-là. C'est comme à l'époque, les pierres-là sont mous et il y a des chevreuils qui marchent dessus. Comprenez? Oh, c'est tellement beau. Et d'ailleurs, j'ai essayé de retrouver cette place-là parce que cette place-là devient un centre touristique très, très intéressant, comprenez? Ouais. Mais je n'arrive pas à trouver. J'ai demandé beaucoup de monde. Ouais. Un jour, on a même entendu beaucoup de bruit. Et on pense que ça, dans le bruit des baffes, parce que le matin, normalement, dans le village, il sortait les baffes. Et les baffes, quand on sortait ensemble, ils fait beaucoup de bruit. Nous, on pense que c'est peut-être les bruits des baffes du village. Mais quand on montait là pour voir, c'est le tigre qui cherchait les chevreuils. Ouais. Un autre point que je n'oublie jamais, c'est le plus dur durant le voyage, c'est l'eau. Okay?
parce qu'on savait que le mois de décembre, c'est le mois, il n'y a pas de pluie, là. Okay? C'est saison sèche. Donc, c'est difficile de trouver l'eau, premièrement. Et l'intensité du soleil est très forte. Donc, un jour, on manque d'eau et puis, vous savez pas, mais quand vous étudiez ou vous entendez des gens qui vous parlent, ils disent que si vous manquez de nourriture, peut-être ça prend 1 semaine, 2 semaines avant de mourir. Et si vous manquez d'eau, peut-être 2-3 jours. Mais ce n'est pas vrai. Pour moi, je pense une coupe d'heure, vous allez mourir en eau. Surtout sous le soleil intense. Okay? Donc, vous êtes très déshydraté. Okay? Déshydraté. Et le soif, est très pénible. Très pénible. La souffrance de soif, c'est incalculable. Okay? Incalculable. C'est inexplicable. C'est très, très fort. Et on essayait de trouver l'arbre, l'arbre qu'on parlait. On essayait de trouver l'arbre, mais ça donne très peu d'eau. Très peu d'eau. Et j'ai même allé boire mon pipi. Oh, c'est encore pire. Encore pire. Finalement, on décide d'aller chercher le village. Parce que on savait que dans le village, il y a toujours l'étang, les plans d'eau à quelque part. Et on savait que dans le village, il y a Khmer Rouge. Donc, on risque de tuer par les Khmer Rouges. Mais le soif, la souffrance incroyable, OK, vous n'avez pas le choix. Ou vous mourrez de soif, ou vous mourrez par les Khmer Rouges. Donc, il faut que on décide d'aller chercher l'eau, même vous savez que vous allez mourir par les Khmer Rouges. Donc, c'est incroyable, incalculable, inexplicable, la souffrance de soif. Quand on arrive au village, heureusement, okay, le village est tout vidé. Parce que beaucoup de villages, les Khmer Rouges vidés pour déplacer, pour rester dans un village. Il y a beaucoup de villages, ce qu'on appelle village fantôme. Okay? Et ce village, c'est comme un village fantôme, il n'y a personne. Il n'y a personne. Heureusement. Est-ce que vous vous rappelez le nom du village? Non, parce qu'on ne connaît pas. On connaît pas. Et après, toujours à côté du village, il y a toujours un plan d'eau dans l'étang. Quand vous voyez l'étang, incroyable. Okay. Et depuis là, on n'a plus de problèmes de l'eau. Mais incroyable. Quand on arrive, on essaie de voir, on a déjà 3 jours et puis okay. Parce que à la frontière thaïlandaise, cambodgien-thaïlandais, c'est limité par une chaîne d'Enrec, chaîne montagne d'Enrec. Cette chaîne montagne d'Enrec, c'est à peu près 200 km. Okay? C'est limité la frontière. Et cette montagne-là, okay, c'est une montagne, des fois il y a partie plus haute, partie plus bas. C'est visible quand le temps est très beau, c'est visible à partir de mon village, cette montagne-là. Okay? Et quand on marche la forêt, 3 jours, nous, comment se fait? On n'est pas encore arrivé à cette montagne d'Enrec. Et mon gars est capable de monter sur l'arbre et voir, oh, c'est pas loin, c'est en face, c'est pas loin. Là, on marche. Finalement, on arrive à la montagne vers 6 heures du matin. 6 heures du matin. Nous, on savait que, comme je disais, on est toujours en décision qui... quand vous arrivez au port, il faut faire très attention, beaucoup de précautions. Il ne faut pas submerger, il ne faut pas naufrage au port. Donc, on est arrivé à la montagne. Okay? Au pied de la montagne, c'est la dernière ligne, okay, de surveil, okay, pour les Khmer Rouges. Dans les Khmer Rouges, ils font tous les surveillants, ils traçaient un chemin au pied de la montagne pour faire la surveillance. Okay? Nous, on ne savait pas, on savait ça. Et on sait aussi qu'au pied de la montagne, ils creusaient des tranchées et ils mettaient des bambous ponctus. Okay, bambous ponctus. Après, c'est ou couvrir ces tranchées-là par des arbres, Et quand vous traversez, vous tombez, vous allez, okay, vous poignez avec des bambous ponctus là et vous mourrez. Okay? C'est un piège que les Khmer Rouges
mis installés pour attraper les réfugiés. Okay? Mais ça, on savait parce que, comme je dis, durant le Khmer Rouge, on essayait d'avoir trouvé toutes les informations le plus possible. Okay? Par exemple, un jour, on voit les personnes âgées en train de travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Il essayait de prendre les bambous et faire les bambous ponctus là. Il demandait, ongle, mon oncle, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est des bambous ponctus. Pourquoi faire? Ah, ça, on va mettre à la frontière pour attraper les gens qui vont se sauver. donc, ça va, OK. Donc, à la frontière, il devrait y avoir des tranchées qu'on piège avec des bambous ponctus là, parce que les Khmer Rouges n'ont pas besoin d'utiliser les mines, parce qu'ils disent que votre vie pas assez cher pour gaspiller les mines personnelles. Comprenez? Ils mettent ce truc-là, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et ça coûte rien. Comment ça fait pour mettre les bambous pointus? Comment ils ont... Parce qu'ils creusaient tranchées, et en bas, ils plantaient des bambous, et les bambous sont tous pontés en haut. Okay? C'est comme des clous. Comme des clous. Okay? Genre de clous, mais clous faits par des bambous. En bas, au fond des tranchées. Après ça, ils couvrirent les tranchées par des herbes, des herbes ou des branches d'arbres. Okay? Et nous, on arrive à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, nous, on dit que il ne faut pas presser. La montagne est là. Juste vous traversez la montagne. Donc, Thaïlande, c'est l'autre côté de la montagne. Donc, vous arrivez à votre cible. Donc, pourquoi presser? Okay? Juste s'assurer, prendre votre temps, s'assurer que tout doit bien préparer avant vous faire le dernier go, le dernier move. Okay? Et nous, on reste cachés dans un petit boisé pour surveiller les mouvements des Khmer Rouges. Donc, on voit les Khmer Rouges sur le chemin. Et vers 5 heures, on voit les mouvements des Khmer Rouges qui retournent à sa cage, à sa caserne, pour prendre son souper. Alors, on dit, maintenant il va souper. Et quand on savait qu'il est en train de souper, nous, on sortait de notre cache et traversait la rue, le chemin. Et après, on voit les tranchées, parce que certaines tranchées n'est pas bien entretenues. Dans les herbes qui couvraient, des fois, comme on n'est pas entretenu, il y a des herbes ou des arbres qui tombaient au fond tranchées. Donc, vous voyez ces tranchées, vous juste sautez au-dessus de ces tranchées-là, etc. Et j'ai commencé à grimper la montagne. Mais quand, une journée avant d'arriver à la montagne, quand on montait sur l'arbre, on voit la montagne. Parce que, comme je dis, la montagne d'Enrègue, il allongé sur la frontière pour à peu près 200 km. Donc, nous, on choisit la partie le plus haut, le plus difficile. Pourquoi? Parce que si vous prenez la partie le plus bas, la montagne le plus bas, c'est sûr, c'est plus facile de traverser. Mais les Khmer Rouges, ils beaucoup plus surveillaient la partie la plus basse. Parce qu'ils savaient que cette partie-là, les gens vont traverser plus souvent. Mais beaucoup plus négligé, c'est la partie la plus haute, parce que c'est très difficile de traverser. Donc, ils vont négliger. Il y a beaucoup plus négligé sur cette partie-là. Donc, c'est pour ça que nous, on visait sur la partie plus haute et on traverse, on va monter la partie plus haute. Donc, je commençais à monter vers 6 heures du soir. C'est vraiment noir, ténèbres totales, on monte comme ça. Il n'y a pas de chemin en arrière, juste monter. Mais ça prend à peu près 3 heures, 2 heures, 3 heures. Quand vous montez la montagne, vous voyez le sommet de la montagne. Vous arrivez à cette montagne-là. Après ça, une fois que vous arrivez au sommet de la montagne, il y a une autre montagne, parce que la montagne, c'est plusieurs couches de montagne. Donc, vous devrez aller à un autre sommet. Après ça, il y a un autre sommet. Après un autre sommet, sans faire... C'est vraiment décourageant. Vous
vous pensez, vous croyez que vous êtes déjà arrivé au sommet, okay? Mais il y a un autre sommet après ça. Il y a un autre sommet. Et finalement, j'arrive au vrai sommet vers minuit. Minuit, pourquoi on savait que le vrai sommet? Parce qu'après, il n'y a plus de sommet, vous marchez, parce que le sommet de la montagne est plate. Okay? Plate, vous êtes capable, okay? Mais nous, on est vers minuit, 1h du matin. Donc, je continue à marcher parce que je sais que l'autre côté, c'est la Thaïlande. Donc, marcher le plus loin possible. Okay? Finalement, on tombait sur la forêt très dense. On n'est pas capable de s'avancer. Mais on sait que... On sait. Okay. Dans votre tête, vous savez que ça, c'est le territoire thaïlandais. Okay? Vous êtes tellement content. Okay? Vous criez, vous chantez. On fait un feu de camp. Okay? Feu de camp. Vous dites que demain, vous allez goûter le nouille, parce que pour nous, la nouille, la soupe cuitère, le nouille, c'est très bon. Demain, je vais goûter le nouille cuitère que je n'ai pas goûté depuis 3 ans. Donc, comme célébrer. Mais en fait, on est encore dans le territoire Khmer Rouge. Oui, on est dans le territoire Khmer Rouge. Nous, quand on étudiait dans l'école, l'université, on l'étudiait, mais on ne sait pas. On croyait que quand on arrivait au sommet de montagne d'Anrek, sur le terrain plat, la moitié, ça appartient au Cambodge, l'autre moitié au Thaïlande. Et vous pensez que vous déjà marchez plus que la moitié, donc vous croyez que c'est dans le territoire thaïlandais. Mais en fait, le Cambodge, comme ça, vous montez, le toit. La partie cambodgienne, c'est l'autre côté. L'autre côté. OK? L'autre côté. Non, l'autre côté de cette côté-là, c'est ça la partie cambodgienne. Jusqu'à l'autre côté. Ce n'est pas la moitié cambodgien, moitié thaïlandais. Et nous, dans notre tête, on dit que on arrive déjà en Thaïlande, on célébrait, on chantait. Mais ce n'est pas vrai. On est dans le territoire de Khmer Rouge. Mais chanceux, le Khmer Rouge n'est pas là. On fait le camp. Et bon, on dort, le lendemain, on se lève et on continue notre trajet. Mais là-bas, parce que le territoire thaïlandais, c'est haut, c'est quasiment la même hauteur que la montagne. Okay? Quand vous montez le territoire cambodgien, le niveau est tellement bas, donc vous montez comme ça. Mais le territoire thaïlandais, c'est le même niveau que la montagne. Okay? La montagne. Donc, quand vous marchez, au lieu d'aller en Thaïlande, vous marchez sur le long de la montagne. Okay? Donc, vous égarez sur la montagne. Donc, on perd une journée. Comment ça se fait? On ne peut pas trouver le village. Donc, on marche sur le long de la montagne au lieu de descendre la montagne. Parce que la terre, le terrain est plat, il n'y a pas de nivellement flagrant comme au Cambodge. Donc, finalement, on dit qu'il faut qu'on cherche un ruisseau. Parce que normalement, le ruisseau, l'eau va couler de haut en bas. Donc, si vous suivez le ruisseau, vous allez tomber en bas. Donc, sur le ruisseau, finalement, on arrive en bas, en vraiment territoire thaïlandais. Et pourquoi on savait c'est vraiment territoire thaïlandais? Parce qu'on trouvait des paquets de nouilles que les Thaïlandais abandonnaient. Ils mangeaient nouilles, ils laissaient les paquets dans ça. Ou les cigarettes, tout de l'aide thaïlandais. Ou des journaux qu'ils laissent là. Donc, on sait que, ça, on est vraiment en Thaïlande. Juste donne un peu aperçu sur la haute montagne. Sur la haute montagne, la forêt du Cambodge, c'est toutes des grandes forêts, des grands arbres. Nous, on traversait pendant 3 jours, mais on ne voit pas de grands arbres. Mais sur la montagne, c'est vraiment un grand arbre. C'est comme les pins ici, mais grands, là, toutes des vraiment centenaires. Et quand on descend,
dans notre tête, okay, on dit qu'une fois arrivé à la frontière, il faut qu'on marche la frontière jusqu'à Bangkok. Okay? Bangkok. Pourquoi Bangkok? Parce que nous, on doit demander l'aide de l'ambassade américaine ou l'ambassade australienne ou l'ambassade française. Okay? Parce que nous, on ne savait pas qu'il y a des camps de réfugiés pour nous accueillir. On ne savait pas, parce qu'on n'a pas le point. Donc, mon plan de marche, qu'on doit marcher de la frontière jusqu'à Bangkok. C'est notre deuxième étape. Okay? Là, on voit les champs thaïlandais qui sont pleins de fruits, pleins de champs de canne à sucre, beaucoup de trucs pour manger. Okay? Finalement, on poignait en villageois qui viennent pour surveiller son champ. On les saluait en plusieurs langues parce que nous, on ne savait pas parler comme thaïlandais. Et ils nous amenaient pour voir les paramilitaires thaïlandais, en paramilitaire. Et le paramilitaire thaïlandais nous amenait dans un pagode pour nous donner manger parce qu'on nous demandait est-ce que vous mangez? Non, on n'a pas mangé depuis des jours. C'est un pagode dans un village reculé Thaïlande qui, je pense à cette histoire de village-là, c'est tellement pauvre parce que les moines n'ont rien à manger, c'est le riz avec des piments et des sel ou quelque chose comme ça que donne on peut manger, mais nous, on n'est pas capable de manger parce que les piments sont tellement forts, trop épicés pour nous, même on a faim. Oui. Donc, à ce moment-là, vous avez déjà traversé la montagne, vous êtes déjà rendu dans le territoire. C'est ça, oui. Oui. Après, on nous amenait dans un camp militaire thaïlandais. Un camp militaire thaïlandais. Les militaires, il y a nous demandaient, parce qu'ils veulent savoir c'est quoi la situation au Cambodge. Ils demandent tout ça. Ils demandaient d'identifier qu'est-ce que je fais. Okay? Je dis, nous sommes étudiants. La preuve, on lui montrait les boussoles, les deux boussoles. Il demande c'est quoi ça? Je dis cette boussole. Ça, il dit oh, wow, c'est intelligent pour bâtir boussole. Donc, nous croyons que nous sommes vraiment des étudiants. À l'époque, il y a le représailles des Thaïlandais parce que si je mets la situation politique à l'époque, le Cambodge est tombé dans le communisme, le Laos dans les mains communistes, le Vietnam est aussi communiste. Donc, tous les pays aux alentours de Thaïlande sont tous entourés, sont tous des communistes. Donc, le mouvement communiste thaïlandais est tellement fort à l'époque parce que tout supporté par les amis, les camarades cambodgiens ou camarades laotiens. Okay. Et les communautés thaïlandais, avec le support des Khmer Rouges, etc., fait beaucoup de problèmes avec des militaires thaïlandais. Okay. Ils attaquent les militaires thaïlandais, etc. Et les militaires thaïlandais font représailles. Donc on voit des Khmer Rouges ou des gens qui parlent un peu comme les Khmer Rouges, parce que les Khmer Rouges, il y a un certain accent pas comme nous. Parce que nous, la plupart des Khmer Rouges sont des gens des frontaliers et ils parlent avec des accents. Et nous, les gens des Phnom Penh, on parle cambodgien, mais il n'y a pas d'accent. Donc, les militaires thaïlandais, quand on voit des gens qui parlent avec accent et des couleurs un peu plus pâles, plus sombres, ils croyaient que c'est un Khmer Rouge, ils le tuaient. Oui. Et ils croient que nous sommes des étudiants, ce n'est pas Khmer Rouge, parce qu'on montrait, voilà, on est capable de faire les boussoles, etc. Donc, il dit que oui, on va vous emmener à Bangkok, parce qu'à Bangkok, il y a des mouvements des nationalistes des mouvements nationaux qui vont lutter contre les Khmer Rouges, okay, qui sont supportés par les militaires thaïlandais. Et les militaires thaïlandais voudraient que on nous envoyait pour rejoindre ce mouvement-là. Moi, je dis, OK, c'est correct. Mais ils nous envoyaient dans un camp, le camp
militaire-police, parce qu'il y a deux groupes à la frontière thaïlandaise. Il y a deux groupes, les militaires 100%, et les militaires-police. Okay? Son rôle aussi de surveiller la frontière aussi. Et le camp des militaires-police est beaucoup plus grand que le camp des militaires, les militaires. Parce que les militaires, c'est juste un petit camp. Nous, on reste avec les militaires-police là, et eux, ils nous utilisaient comme des esclaves. Préparer les manger pour eux. Les journées, ils nous donnaient de creuser des tranchées pour défendre contre les intrus, surtout comme les Thaïlandais. Donc, je commençais à rester avec eux, je commençais à apprendre le Thaïlande. Le Thaïlande, avec eux, j'ai débrouillé. Un jour, il y a une petite école à côté des camps police, et je rentre, je montais le mur, parce que le soir, l'école est fermée. Je montais le mur, et entre le mur et le toit, il y a un trou. Je monte, glissais un trou. Je rentrais, je volais un livre ABCD thaïlandais. Et j'amenais au camp que j'habite, et je demandais aux Thaïlandais, c'est quoi ça? Ah, il dit, c'est Ka, ça c'est Kra, etc. Et avec ça, je suis capable de débrouiller pour lire le thaïlandais. Bon. Je reste avec les militaires thaïlandais, eux, se posaient, okay, parce que les militaires disent que la semaine prochaine, il y a un hélicoptère qui arrive parce que cette région-là, il peut seulement le transport, surtout par l'avion, parce que la route, c'est pas tellement safe, c'est pas tellement sécure, c'est toujours attaqué par les Thaïs, comme des Thaïs. Il dit que la semaine prochaine, un hélicoptère va venir, vous allez prendre l'hélicoptère, retourner avec eux pour s'installer à Bangkok, pour aider les mouvements cambodgiens contre les Khmers rouges. Pour l'instant, vous vous installez avec les polices. Bon. Et quand le jour arrive, je vois que l'hélicoptère arrive, et je demande aux policiers de me libérer pour aller. Non, vous travaillez, pas besoin d'aller nulle part. Donc, il me garde comme son esclave. Oui, pour travailler pour eux. Ouais. Ok, on travaille avec eux, on même sortir avec eux. Des jours, on va me faire sortir avec eux pour faire des patrouilles. Okay? Et moi, je n'ai pas d'armes, eux avec des armes. C'est quoi votre position que vous avez fait travailler? Comme esclave, laver les vaisselles, ouais, toutes sortes de choses que nous avons. Ouais. Et puis moi, je dis, ok, est-ce que vous allez passer toute votre vie avec eux? Il faut trouver la sortie là. Okay? Et il y a un soir, il y a une nuit, notre camp est attaqué par les Thaïs, les communautés Thaïs. Donc les communautés Thaïs, avec le support des Khmers rouges, attaqué notre camp. Et les militaires, les polices thaïlandais, la plupart sont sauvés, juste après coup, sont sauvés. Il reste seulement après une dizaine qui résistaient contre les Thaïs communistes. Et les Thaïs communistes, ils lancent des roquettes, okay, les roquettes, beaucoup de roquettes. Et d'ailleurs, il y a un éclat de roquette qui me touche, ce moment. Donc, je suis blessé. Et nous, on cache sous notre table. Okay? Je mets la maman, c'est mon copain. Okay? On couchait. Et l'éclat est passé de maman jusqu'à sa tête. Cela veut dire que si l'éclat ne passe pas maman, l'éclat va percer sa crâne. Okay? Bon, avec maman, on va ralentir un peu. Et moi, wow, je dis à mon copain, on a touché là par des éclats. Et j'entends des bruits des Thaïs, comme des Thaïs et Khmer rouges. On va lui tuer, on va rentrer tuer. Et eux, ce qu'il fait, il incendiait l'école. Vous voyez, il y a l'école à côté de notre camp. Il incendiait, donc il y a le feu, la lumière incroyable qu'il a, et des cris qui disent
on va lui tuer, tout tuer. Donc j'ai dit, OK, mon Dieu, vous êtes, OK, sortez des Khmer Rouge, ou libérez des Khmer Rouge. Maintenant, finalement, vous êtes en Thaïlande, vous allez mourir dans le manque des Khmer Rouge en Thaïlande. Votre chant, c'est vraiment pas de chant. Okay? Vous devrez mourir. Moi, je pense que je vais mourir ce soir parce que premièrement, les militaires thaïlandais, c'est parfois presque tous sauvés. Il y a à peu près 60 ou 100 personnes, il reste une dizaine. Donc, moi, j'ai sorti ma cage et pour rejoindre les militaires policiers qui sont en train de lutter contre eux, je donne un coup de main, okay, etc. Finalement, eux, ils résistaient jusqu'à demain matin. Demain matin, et les communautés thaïlandais, avec les Khmer Rouge, quand le jour arrive, eux, ils se réfugient, se retirent. Donc, ils se sont retirés. Et après, il y a l'hélicoptère qui arrive pour chercher des blessés. Et moi, parti des blessés, il m'a mis dans l'hélicoptère et amené dans la terre à l'intérieur pour me soigner, à peu près à 50 km plus loin, à l'intérieur. Donc, j'étais soigné dans une infirmerie et j'ai toujours resté dans un poste de police local là-bas, parce que je suis comme un prisonnier là. Okay? Je reste dans la police là-bas. Et on m'a soigné. Après une semaine, toutes les blessures sont quasiment toutes rétablies. Il m'a demandé de retourner. J'ai dit non, je ne veux pas retourner. Parce que là-bas, il y a risque encore de mourir avec les mains des communistes, thaïlandais ou cambodgiens. Moi, j'ai dit que vous avez deux choix. Ou bien vous retournez, ou bien vous restez dans la prison ici. Okay? Deux choix. Ou bien retournez vivre à la frontière avec les policiers, ou vivre ici, mais dans la prison. Je préfère prison. Parce que prison, je suis safe, je suis sécure, je dis qu'au moins, j'ai la vie sauve. Là-bas, je ne sais pas, peut-être les communistes vont attaquer le lendemain, la semaine prochaine, le mois prochain. On est un peu sécure, donc c'est mieux. Je décide de rester ici, même dans la prison. Donc, eux, ils me demandaient, au début, parce que ça, c'est un poste de police local. Le poste de police, il fait en deux états. En bas, c'est un bureau pour les polices. En haut, c'est en prison. C'est en prison temporaire, avant qu'il est envoyé aux prisons provinciales, avant envoyé pour le cours provincial. Donc, juste temporairement. Et ils me mettent en haut, dans la cage avec des vrais prisonniers, et je dors en dehors avec des policiers qui surveillent, parce que il y a des policiers qui surveillent ça, et je dors à l'extérieur. Désolée, juste pour savoir qu'on a un peu manqué de temps. On a à peu près une trentaine de minutes. Okay. Donc, vous pouvez quand même continuer vos histoires, mais vous pouvez juste nous amener, après votre prison, juste nous amener vers le moment où il y a peut-être le camp. Le camp réfugié, oui. Oui. Donc, les policiers nous utilisaient comme des travailleurs, parce que la plupart des gens, des policiers, eux, il a sa femme qui reste dans son village, qui est plus loin, et qui nous envoyait pour travailler, pour aider sa femme pour travailler dans le champ. Okay? Dans le champ. Mais ils nous payaient. Okay? Donc, nous escortaient jusqu'à la ferme de sa femme. Après, on finit pour une semaine, 2 semaines. Ils nous ramènent dans le poste. Après ça, je travaille pour notre policier. Je fais ça. À un moment donné, il est confiant. Donc, quand on finit, il dit que vous pouvez retourner vous-même. Vous pouvez prendre le bus, prendre vous-même. Parce qu'à l'époque, j'ai déjà maîtrisé la langue déjà. La langue thaïlandais, je suis capable de lire, je peux capable de lire et parler. Et quand le retour, il dit que ok, vous pouvez retourner vous-même, vous n'avez pas besoin de nous accompagner. Et moi, au lieu de retourner au poste police, je prends le bus pour aller à Bangkok. Ouais. C'était un jeudi.
Okay? À l'époque, j'en ai 3 personnes. Moi, mon copain et une autre personne. Donc, nous sommes 3. Parce qu'on a assez d'argent pour payer notre bus là-bas. C'est un jeudi, on arrive là-bas, en Bangkok, revient à 3 heures après-midi. On a acheté la carte Bangkok pour nous essayer de localiser où est l'ambassade américaine, où est l'ambassade française, l'ambassade australienne. Parce que nous, on pense que le lendemain, on va marcher pour aller demander le support. Nous, on est logé dans un hôtel. Okay? Et puis, le lendemain, on marche, parce qu'on n'a pas assez d'argent, on marche de l'hôtel jusqu'à on commençait par l'ambassade américaine. On va entrer dans l'ambassade américaine, mais c'est tous des militaires thaïlandais qui bloquaient. Donc, nous, c'est en rang et on voit les militaires thaïlandais, ils nous risquent d'attraper encore, parce qu'on n'a pas de papiers, on a des gens illégaux. Donc, on ne veut pas, on cherchait une autre ambassade Australie, c'est la même chose. Canada, c'est la même chose. Oui. Ça, et finalement, on est tombé dans l'ambassade française. Quand on arrive sur l'ambassade française, oui, on rentre parce qu'il n'y a pas de militaire, on demande l'aide. L'ambassade dit que c'est fermé parce que c'est un vendredi. Vous savez, on est parti jeudi après-midi, maintenant vendredi. Vendredi, les ambassades travaillent seulement la moitié de la journée, ils ferment à midi. Il dit, maintenant l'ambassade est fermée. Reviens lundi. Donc on a retourné. Mais le problème, c'est que nous, on a assez d'argent seulement pour... Parce que maintenant, vendredi, vous devez passer une nuit vendredi, samedi, dimanche, 3 nuits. Mais vous n'avez pas assez d'argent pour payer l'hôtel pour 3 nuits. Vous avez seulement pour 2 nuits. Okay? 2 nuits. Donc, moi, je dois chercher l'aide. Okay? Comment vous cherchez l'aide? Vous ne pouvez pas demander l'aide des gens. Les gens vont vous arrêter parce que vous êtes illégal. Okay? La seule gens qui vous donnent l'aide, c'est des étrangers, des blancs, okay? Des Américains, des étrangers. À l'époque, en 1978, Thaïlandais, il n'y a pas beaucoup de touristes comme maintenant. Non, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Et moi, la seule place qu'on peut trouver les étrangers, c'est l'université. Parce que l'université, il y a beaucoup de professeurs étrangers qui donnent le cours. Donc moi, je devais diriger à l'université, à Thammasat, qui est la plus grande université. On a samedi 3 et 3 heures. Les étudiants en train de faire les sports, etc., dans le campus. Et je poignais en français, et je parlais, c'est en français, ok. On lui raconte que nous, on est dans une situation de détresse. On vous demande l'aide parce qu'on n'a pas d'argent pour payer l'hôtel, etc. Le gars, c'est un Français, vient dans Provence. C'est un touriste. D'ailleurs, c'est un touriste, pas un professeur. Il donne, je pense, 500 bahts à l'époque. Donc, c'est très généreux. Il dit que vienne lundi à l'ambassade, il va donner plus. Donc, nous, avec 500 bahts, on est capable de dépanner jusqu'à lundi. Lundi, on vient à l'ambassade, on rencontre, nous donne un peu plus d'argent. Et on demande à l'ambassadeur que nous, on veut être réfugiés politiques pour aller en France. Les gens de l'ambassade, ils disent qu'il faut que vous passiez par le camp réfugié. D'ailleurs, on ne savait pas qu'il y a camp réfugié. Ils donnent des indications où est le camp et ils donnent un peu d'argent pour prendre le train jusqu'à le camp. Okay. Et nous, on quittait Bangkok pour aller au camp. On restait dans le camp. Surin, c'est dans une camp à notre frontière à Cambodge, Thaïlande. Dans le camp, je reste pour presque 1 an. Ouais. C'était quelle année? En 78. Ouais. Quand vous voyez que j'ai quitté le Cambodge le 25 décembre 1977, j'arrive en Thaïlande vers 1er ou le 2 janvier 1978. Okay? Donc, à l'époque, peut-être vers avril ou mai 1978, j'arrive dans le camp.
J'ai hébergé par une famille cambodgienne. Et finalement, j'ai trouvé un travail dans une ferme, responsable de la ferme d'une ONG, qui donnait les chances des réfugiés pour travailler un peu dans cette ferme de poulets et de porcs. Ouais. Donc, j'ai une position de ça, j'ai un motocyclette, j'ai un salaire convenable pour me vivre convenablement. Ouais. Et j'écris des mémoires sur le Khmer Rouge, en français. Et je donne les mémoires au Père Venet. Vous connaissez Père Venet, Père François. Il écrit beaucoup sur la tragédie Khmer Rouge. Il me récompensait un peu l'argent pour ce que j'ai écrit. Je fais l'application partout, Australie, aux États-Unis, France, au Canada. Et finalement, c'est le Canada qui m'accepte, le premier. J'arrive au Canada le 28 mars 1979, donc 40 ans exactement, la semaine passée. C'est la deuxième vague de réfugiés qui arrive au Canada. La première vague, c'est le janvier 1979. Okay? Donc moi, c'est la deuxième vol des réfugiés qui arrivent. Okay? Nous, c'est nolisé par l'avion, juste pour nous autres. Okay? À l'époque, c'est l'avion, la compagnie Warder. Donc, nous sommes à peu près 100 personnes. Oui. Je m'installe à Montréal. Mon ami qui vient de moi, qui installe à Ottawa. Oui. Donc. C'est quoi votre première impression quand vous êtes monté sur l'avion? Oui, monter l'avion, bon, premièrement, on est très content d'avoir ça. Et il y a une petite anecdote que quand on arrive, parce qu'il doit passer par le Japon, okay? Quand on arrive au Japon, on doit passer la nuit au Japon. Et ce que les Japonais disent qu'ils doivent vous payer des frais d'immigration. Parce qu'ils ne savent pas que nous sommes des réfugiés. Nous, on dit non, on n'a pas l'argent à vous payer. Finalement, ils laissent faire. Et à l'époque, c'est l'aéroport Mirabel. La première impression pour moi au Canada, c'est qu'à travers de Mirabel à Montréal, oui, à l'époque, l'autoroute de Mirabel à Montréal, c'est l'autoroute le plus beau. Okay? Très beau. Et la lumière aux alentours de l'autoroute là, très beau. Oui, très, très beau. Et quand j'arrive à Montréal, je suis hébergé par un ancien ami qui était au camp avec moi et qui arrive à Montréal 2 ou 3 mois avant moi. Donc, j'habite avec eux. Quand on arrive à Montréal, bon, nous, sommes parmi les gens les plus chanceux qui parlent le français. Okay? Parce que la plupart des gens de notre communauté ne parlent pas la langue. Okay? Donc, on a joint avec l'association, s'appelle la Communauté cambodgienne du Canada. Okay? Donc, Communauté cambodgienne du Canada, à l'époque, ils sont très, très actifs dans l'accueil des réfugiés. Ils travaillent étroitement avec l'Immigration Québec pour l'accueil, pour faire la traduction, l'accueil et l'intégration. Okay. Et moi, une fois arrivé à Montréal, bon, à l'époque, on travaille pour $3,25, c'est le salaire minimum. Mais avec ça, on doit envoyer une partie de notre argent pour supporter nos amis, parce que dans le même camp, dans le camp, on reçoit ration, juste un peu de riz, un peu de viande chaque jour, on n'a rien. Donc, si des gens qui arrivent à l'étranger avant, qui lui donnent un peu d'argent, eux, sont très, 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 très contents. La même chose que nous, quand nous sommes au camp. Donc, moi, je fais la même chose, j'envoie une partie de mon revenu pour supporter les amis. Je suis très actif dans la communauté pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Parce que, vous savez, la communauté a beaucoup de problèmes. Premièrement, l'intégration.
C'est vraiment un nouveau pays, un nouveau climat, un nouveau environnement qu'ils ne connaissent pas. Okay? Il y a des gens qui ne connaissent même jamais vu c'est quoi la toilette. Les gens qui ne connaissent pas c'est quoi les couches. Okay? Le métro, okay? Vous voyez le métro, okay? C'est très dangereux. Il y a des gens qui vont traverser d'un côté à l'autre parce qu'ils pensent juste descendre et traverser. Okay? Et pour moi, surtout d'aider les gens qui sortent du camp. Parce que dans le camp, c'est en prison, en ciel ouvert. Okay? C'est un camp. Quand les réfugiés sont en prison à ciel ouvert, parce que vous restez là, vous ne pouvez pas sortir, et vous contentez juste d'une ration un peu de riz, de viande par jour ou par semaine. Okay? Vous ne pouvez pas sortir. Et il faut, moi, mon but, c'est de sortir le plus possible de mes compatriotes qui sont dans le camp. Donc, le jour normal, je travaille. Samedi, dimanche, je partis avec notre équipe pour aller à l'église, pour voir l'église, pour demander à l'église de parrainer nos réfugiés. Okay? On fait des discours, on fait des expos okay? De comment la vie de nos compatriotes dans le camp pour qu'ils nous aident. Okay? J'ai même allé jusqu'à Sherbrooke, okay? Parce que les paroisses dans la campagne, c'est beaucoup plus sympathique que les paroisses à Montréal. Ouais. Ouais. Donc, vous, ouais. est-ce que vous avez votre parrainage aussi? Non, moi, je n'ai pas parrainage. Je suis, parce que je qualifié comme, parce que je suis qualifié, je parle français, je suis diplômé dans le gouvernement ne prend pas besoin de parrainage. Mais des gens qui ne m'ont pas qualifié, s'il y a des parrainages, c'est beaucoup plus vite aussi. Ouais. Donc, on cherche des groupes parrainages pour sortir des gens le plus possible. Okay? Parce que ces gens-là ne sont pas qualifiés. Parce que les immigrations canadiennes, ils prennent seulement des gens fortunés et des gens qui éduqués. Okay? Éduqués. Qui, contrairement aux les immigrations américaines. Les Américains, ils prennent même des gens de la campagne et surtout ils prennent pour des anciens soldats, etc. Alors, l'immigration au Canada, non, la politique, il n'y a pas. Ils prennent seulement des gens qui sont fortunés, des gens éduqués. Donc, les gens qui ne sont pas éduqués, ne sont pas fortunés, n'ont pas la chance. Donc, il faut trouver des parrainages. Il faut passer par parrainage. Okay? C'est pour ça qu'on doit travailler très fort, surtout pendant la fin de semaine comme ça, pour frapper la porte dans différentes paroisses pour qu'ils nous aident pour parrainer. Je mets beaucoup de temps dans la communauté, dans le parrainage, dans l'intégration, dans la préservation de culture. Je suis secrétaire de la communauté, de l'association. J'étais même vice-président. Dans la préservation culture, on a formé des réfugiés pour former des danses classiques, okay, des danses folklore. On fait des spectacles, okay, pour montrer aux Canadiens, voilà, c'est quoi la culture cambodgienne, c'est quoi notre danse. Okay. D'ailleurs, à chaque fois qu'on va au paroisse, on amène nos danseurs quelques-uns pour lui montrer, pour divertir. Ouais. On célébrait nos nouvelles an avec toute notre culture, avec des invitations des ministres d'immigration et des autres personnes canadiennes pour qu'ils assistent à notre culture. Je mets beaucoup de mon temps pour la communauté. D'ailleurs, depuis que j'ai mis les pieds au Canada, je mets minimum 20 à 30% de mes temps pour la communauté. Ouais. 10% minimum de mes revenus pour la charité, pour la communauté. Oui. Et ça, constamment. Constamment. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la communauté. Après ça, ils relâchent, ils sont fatigués, ils veulent bien savoir. Mais moi, je continue. 40 ans. Mais maintenant, j'implique un peu moins parce que c'est vieux, mais je continue encore impliqué dans différents projets de la communauté. Oui. Qu'est-ce que sont les moments les plus difficiles
durant votre première année au Canada? Moi, je trouve pas difficile. Je suis parfaitement intégré parce qu'avec la langue, je suis très débrouillard, je suis jeune. La première chose la plus difficile, c'est de trouver le premier job. Okay? Le premier job, le premier travail. Okay? Parce que c'est vrai, vous avez des bacs, vous avez beaucoup de diplômes, mais ces diplômes là-bas, ici, ils demandent des diplômes ici, ils demandent des expériences. Okay? Vous n'êtes pas expérience. Moi, jamais fini l'école, jamais travaillé, vraiment. Donc, je commençais avec des jobs qui étaient très, par exemple, plongeur dans un restaurant. Et moi, travail manuel, je suis 0. Okay? Pas très bon. Okay? Après quelques jours, le boss m'a dehors parce que je pense que je fais pas très bon le travail. Okay? Comme plongeur dans la cuisine. Après, mon deuxième travail, c'est des travail dans le terrain de tennis. Quand le printemps comme ça, il y a des riches, des personnes très riches, il y a des terrains de tennis chez lui ou dans son chalet. Et notre compagnie, c'est de préparer les terrains de tennis pour qu'ils soient prêts à jouer le printemps. Donc, le matin, on se rencontrait dans une place. Je montais dans le pick-up. À l'époque, le pick-up, on peut s'asseoir en arrière, pick-up, et aller dans le chantier travailler, jusqu'à même Mont-Tremblant, à peu près 1 heure d'ici, ouais, pour travailler. Le soir, on arrive. Et ça, c'est les 2 premiers jobs qui sont très durs pour moi, c'est parce que c'est vraiment un travail de force physique. Ouais. Et travailler dans le terrain tennis là, ça prend beaucoup de force physique parce que des sacs de gravier, très lourds. Là, okay? Parfois, vous amenez des sacs de gravier, des trains, parce que des trains, il y a des milliers de sacs de gravier. Donc, vous sortez des sacs de gravier, là, des trains. Ouais. Donc, c'est un travail physique très lourd. Moi, entre-temps, j'essayais de chercher le travail qui est mon goût dans la comptabilité. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de diplôme. Ici, je n'ai pas d'expérience ici. Et je n'ai jamais travaillé ici. Bon, un jour, je pense l'immigration, il y a son secteur pour nous aider de trouver l'emploi. Okay? Dans le bureau d'immigration, on m'a envoyé faire l'entrevue en emploi comme comptable. C'est une petite compagnie à l'aéroport de Dorval qui fait des réparations de convoyeurs. Finalement, il m'a accepté. Bon, donc, je travaille très fort parce que je ne connais rien. C'est quoi le lieu de paie ici, le système ici. Ouais? Et, mais le système comptable aussi, je dois avoir. Parce que ce n'est pas le même système comptable ici. Mais avec notre bagage qu'on a dans l'université, bon, on est capable de débrouiller très bien. Très bien. Je travaille pour 1 an, 1 an et demi. Finalement, la compagnie est presque faillite. Donc, on m'a mis dehors. Je suis en chômage pour la première fois. Et je cherchais un autre travail. Bon, j'ai commencé à chercher comme les autres, bon, lié dans le journal, dans les petites annonces dans le journal, etc. Un jour, dans l'annonce journal, j'ai fait l'entrevue. C'est une compagnie de mode, okay? High fashion, la haute mode, au centre-ville. Et à l'entrevue, c'est une dame qui fait l'entrevue. Moi, ce que je dis, s'il vous plaît, donnez la chance de vous montrer mes compétences. C'est vrai, je n'ai pas de diplôme ici. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'expérience, juste 1 an. Mais je vous dis une chose, je travaille dans mon pays 7 jours par semaine, 15 jours par jour. Ils ne m'ont même pas payé, mais donné un petit peu de manger. Alors, je travaille chez vous. Ce n'est pas juste vous donnez le travail, mais vous donnez l'argent, vous vous rémunérez. Donc, c'est incroyable pour moi. Donc, laisse-moi la chance de vous montrer comment je travaille dur pour vous. Okay?
si je suis capable de travailler dur avec les Khmer rouges, okay, 15 heures par jour, sans même manger, sans même rémunérer, pourquoi je ne suis pas capable de travailler chez vous? Et vous me rémunérez. Okay. Et puis, elle a ça. Et je travaille dur. Je travaille même samedi, dimanche, parce que je dois apprendre. C'est une plus grosse compagnie. Ouais. Et même, ouais. Et puis, finalement, je montais an par an. Je reste avec eux pour 2-3 ans. Et finalement, je formais avec les anciens amis ici, formés en bureau comptable. Bureau comptable, ça c'est en 1981-82, en bureau comptable. Nous, on est 3, c'est tous des comptables. Les deux amis sont des comptables certifiés. À l'époque, c'était CGA, comptable général, agréé. L'autre, c'est comptable agréé. Moi, je ne suis pas comptable agréé. Donc, je suis associé avec eux pour former en cabinet comptable. Ça s'appelle Kin Yun Nguyen Lee. Yun, c'est mon nom. L'autre, c'est Kin et le Nguyen, Kin Yun Nguyen Lee. C'est le premier bureau comptable à Montréal pour aider les gens de la communauté. D'ailleurs, quand je parle de la communauté, ce n'est pas juste communauté cambodgienne, mais asiatique, vietnamien, chinois, laotien, etc. Parce qu'eux, ils n'ont pas de bureau comptable. Et nos gens, à l'époque, nos gens, bon, vous savez que les gens travaillent fort. Okay, travaillent fort. Ils commençaient à travailler 2-3 ans. Après ça, ils bâtaient des économies. Okay? Ils bâtaient son économie. Après ça, à l'époque, ils essayaient de travailler pour eux-mêmes, ce qu'on appelle le travail autonome. À l'époque, eux, le secteur qu'ils travaillent le plus, c'est le secteur textile, dans les vêtements. Parce que les vêtements à Montréal, c'est très fort. Donc, ils travaillent dans les vêtements, ils prennent les jobs, ils prennent comme sous-traitants des compagnies qui sont des grosses compagnies, okay, pour travailler chez eux ou ouvrir un petit atelier. Et il y a comme ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça. Donc, pour nous, le bureau comptable, c'est très, très, très utile pour eux, pour lui aider. Pour aider, parce que eux, vraiment, par la méconnaissance de loi, la méconnaissance de la langue, eux, c'est toujours exploité par la manufacture, okay? C'est une, et aussi par le gouvernement. Parce que le gouvernement, Rome de Québec, secteur Rome de Québec, il fait le travail beaucoup dur. Ouais. Dans notre rôle comptable, notre bureau, c'est surtout pour aider nos gens d'affaires. Donc, on commence à avoir des gens d'affaires de la communauté. Ça, c'est ce genre d'affaires. Okay. Et d'ailleurs, j'ai bâti ce qu'on appelle la première chambre de commerce. La première chambre de commerce pour aider ces gens-là. Ouais. Et mon bureau comptable est très prospère parce qu'on a beaucoup de clients. Ouais. Clients. En même temps, j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Marché Kim Phat. Marché Kim Phat, à l'époque, c'était un petit supermarché, c'est pas gros. Et son propriétaire, M. Yip, lui, c'est un ami qui nous connaît depuis quand on est au camp, dans le même camp. Il m'a demandé de lui aider un peu. Bon. D'ailleurs, il m'a demandé d'associer, mais moi, je n'ai pas d'argent, je peux aider. Donc, je suis son comptable. Mais ce n'est pas juste comptable, mais je prends soin de tout A à Z, de financement, de son compte à payer, de compte recevoir. Donc, moi, c'est comme j'ai 2 jobs. J'ai une partie dans mon cabinet de comptable, une autre partie de la journée dans le bureau de Marché Kim Phat. Okay? Et finalement, Marché Kim Phat, ça grossit. D'ailleurs, Marché Kim Phat, maintenant, c'est le plus gros à Montréal, c'est le plus gros supermarché à Montréal. Bon, supermarché asiatique, oui. Avec des chiffres d'affaires à peu près 80 millions par année. Oui. Pardon, je dois aussi vous laisser savoir qu'on a manqué un peu de temps. Donc, avant qu'on termine la conclusion,
l'entrevue. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que la nouvelle génération canadienne pourrait apprendre de vos expériences en étant réfugiés et les nouvelles arrivants du Canada dans les années 80-90? Bon, ce que j'essaie d'en écouter parce que présentement, bon, je suis bien réussi dans ma vie, c'était dans ma profession. D'ailleurs, comme je dis tantôt, à un moment donné, j'ai sorti, je l'ai abandonné même les bureaux comptables et j'ai bâti ma compagnie dans l'immobilier et je suis assez prospère. Ce que j'ai donné les conseils aux jeunes, okay, parce que les jeunes m'ont demandé c'est quoi le conseil pour bâtir la richesse comme ça. Premièrement, c'est pas juste que c'est vrai, c'est travail fort, c'est une des qualités, mais ce n'est pas juste travail fort. Il faut travailler intelligemment et l'honnêteté. Ouais, l'honnêteté, c'est très important. Les gens, quand ils manquent d'honnêteté, parce que quand vous travaillez, vous devez travailler dans le team, dans votre partenariat. Et dans le partenariat, l'honnêteté est très importante. Si vous n'êtes pas honnête, vous ne pouvez pas être loin. Okay? Si vous essayez de tricher quelqu'un ou quelqu'un essaie de vous tricher. Okay? Donc l'honnêteté, c'est la base. Okay? Très fort, c'est bon. Intelligemment. Okay? Ce n'est pas juste très fort, mais intelligemment. Mais l'honnêteté, c'est la base pour moi. Ouais. Et la seule exemple que j'ai donnée aux jeunes, c'est que quand j'étais avec Kim Fat, tout le monde pense que moi je suis boss Kim Fat. Okay? Je suis capable de sortir, j'ai demandé les employés Kim Fat de mettre, par exemple, n'importe quoi dans en arrière-voiture, il n'y a personne qui veut refuser. Mais je n'ai jamais pris un paquet de nœuds de Kim Fat. Même pas un sac de nœuds, même un sac de nœuds de Kim Fat. Je n'ai pas besoin de ça. Ouais. Ouais, c'est ça qui montrait. Donc c'est très important. Ouais. Est-ce que vous êtes marié aujourd'hui? Oui, je suis marié avec 3 enfants, oui. Est-ce que vous parlez de vos expériences, en étant réfugié à vos enfants? Oui, j'ai parlé d'ailleurs, mais pas toute l'histoire comme je raconte tantôt, c'est un bout. Oui, c'est un bout. J'écris des mémoires un peu aussi. Ma fille, quand elle a vu les mémoires que j'écris, bon, elle dit, papa, j'aimerais vous raconter de A à Z, depuis le début jusqu'à la fin. Oui. Mais elle savait que, mes enfants savaient que j'ai travaillé durant le régime Khmer Rouge. Oui. Parce que j'ai même mes traces, parce que les traces de Khmer Rouge sont encore là. Okay? Parce que depuis 40 ans, il y a encore ces mamans, vous voyez, la trace de Khmer Rouge. Ouais. Et votre mémoire que vous avez écrit, est-ce que c'est publié au public comme un livre? Non, c'est juste une mémoire assez courte, c'est pas au livre, c'est une mémoire. Les gens veulent savoir, parce que quand j'étais au Canada, je commençais à faire les recherches de mes parentés, 6 ans dans le camp, et j'ai essayé de contacter mes parentés au Cambodge. D'ailleurs, à l'époque, c'était en période on commençait encore des communistes avec des communistes vietnamiens, mais j'ai réussi à contacter des gens, parce que vous savez, comme je dis tantôt, les gens, mes parentés, il n'y a pas de mes nouvelles quand je quittais, il n'y a pas de nouvelles de moi. Finalement, il a reçu la lettre comme quoi je suis au Canada. Il veut savoir comment vous arrivez au Canada. Donc, je dois écrire toutes les mémoires à eux pour montrer tout ça. Et les gens sont pleurés quand ils voient ce que j'ai écrit. Oui. Avez-vous déjà retourné au pays? Oui. J'ai retourné 1 ou 2 fois par année au Cambodge. Est-ce que vous avez pensé d'y retourner vivre là-bas un jour? Non, peut-être quelques mois seulement par année pour passer l'hiver, etc. Oui, mais pas
C'est comme au lieu d'aller Floride, peut-être là-bas. Comprenez? À quel moment que vous sentez chez vous quand vous êtes resté ici au Canada? Une fois qu'arrivé au Canada, moi, je n'ai pas de problème d'intégration. Okay? Je suis très content. J'ai adapté à la situation. Okay? La seule chose, le problème à l'époque, c'est juste que j'ai toujours un cauchemar quand je dors. Okay? Parce que les mémoires de Khmer Rouge sont toujours dans ma tête. Je dois pas, des fois me réveiller durant la nuit et en rêvant que les Khmer Rouges sont en train de m'arrêter ou me tuer. Et des gens comme ça, des cauchemars comme ça, que je continue toujours disons, au moins 15 ans avant que ce cauchemar-là finisse. Ça, c'est la seule nuit que j'en ai. Oui. D'ailleurs, même ma femme aussi, c'est dérangeant pour elle parce que ma femme, elle n'a pas passé la vie comme moi. Okay? Elle a beaucoup plus de chance parce qu'elle vit en Thaïlande pendant qu'on nous vivons avec les Khmer Rouges. Et la nuit, des fois, je criais fort parce que le cauchemar, elle comprend ça parce que ça dérange dans la nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Quelques mots? Pour moi, c'est vivre l'expérience que vous avez vécue au Khmer Rouge. Le bon côté, c'est que votre corps physique et mental doit être capable de supporter pour n'importe quel coup, pour n'importe quelle situation, grâce à ça. D'ailleurs, dans la vie de couple, moi avec ma femme, ce n'est pas un couple parfait, un couple qui a beaucoup de problèmes. Et des gens qui m'ont demandé pourquoi vous ne divorcez pas, okay? Pourquoi vous endurez comme ça. Moi, j'ai dit, écoute, j'étais avec des Khmer Rouges plus dur que ça, je suis capable d'endurer. Pourquoi c'est juste ça, je ne suis pas capable d'endurer. Pour ça, c'est juste peanut ici, comparé là-bas. Donc, le fait que vous êtes des paysans avec des Khmer Rouges, ça vous donne mentalement, physiquement, okay, pour parer devant n'importe quelle situation. C'est ça que votre force. Aussi, philosophiquement, vous ne voyez pas le monde par la même façon que les gens qui n'ont pas d'expérience.